Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la présentation du premier grand tour de la saison, et non pas encore le Giro, pas encore le Tour d'Italie homme, c'est le Tour d'Espagne femme, la Vuelta qui s'était lancée ce dimanche donc en Espagne pour le départ d'une semaine à 8 étapes jusqu'à ce dimanche et l'arrivée au-dessus de Madrid, sur les hauteurs de Madrid. Et pour en parler forcément de cette Vuelta, on est avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et tous. Bon, une Vuelta qui s'était lancée de Valence avec un contre-la-montre par équipe. Julien, on va en parler de ces deux premières étapes. On enregistre ce lundi soir après la victoire et la nouvelle danse d'Alison Jackson, la vainqueur de Paris-Roubaix 2023, qui s'est imposée au terme d'un sprint décousu, on va dire, dans cette première étape en ligne, deuxième étape, qui a fait suite à la victoire la veille, la victoire de la Lidl Trek qui s'est imposée dans le contre-la-montre par équipe et qui a mis Gaia Realini, première leader de cette Vuelta. Julien, de ce qu'on en dit un peu de ces deux premières étapes, c'est qu'on a eu les favorites qui se sont déjà placées lors de la première étape avec les grosses équipes devant. Et puis alors ce sprint, ça a été quand même dans des conditions pas dantesques mais mouillées, ça a été très très disputé quand même. Oui, alors le contre-la-montre par équipe d'hier, sur un parcours typique Vuelta de contre-la-montre par équipe, un aller-retour sur une voie rapide. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus télégénique à faire du côté de Valence. Mais bon, ça a permis déjà de dessiner une petite première hiérarchie avec un écart très très serré de quelque chose comme 2 centièmes entre la Lidl Trek et la Jumbo-Visma et la DSM qui est à 1 seconde derrière. Donc, c'était déjà très très serré et aujourd'hui une étape comme les premières étapes de Grand Tour assez piégeuses avec juste une seule association, le Puerto del Orone. Et une étape courue en partie sous la pluie avec un final assez chaotique avec 2 chutes dans les 3 derniers kilomètres qui ont désorganisé le peloton et qui ont donné un sprint assez atypique. Alors quand on parle des 3 derniers kilomètres, on était exactement à 3 bornes de l'arrivée sur la première chute qui a mis au sol notamment Anna Henderson qui s'est retrouvée à terre sur cette étape. D'ailleurs Anna Henderson qui a abandonné, qui n'est pas allé au bout de cette deuxième étape, c'est le seul abandon de la Visma Leasebike et on s'est retrouvé, mais vraiment on a passé l'arche des 3 km, on l'a passé pour 3-4 mètres à peine et on a eu cette première chute et ensuite avant la flamme rouge, il me semble, c'est avant la flamme rouge, on a un rond-point où c'est en tête de peloton que ça chute vraiment, ça chasse de l'avant, ça va se taper dans la glissière de sécurité, ça fait exploser le peloton complètement qui était déjà bien tendu après la première chute qui s'était déroulée plutôt en milieu de peloton et on s'est retrouvé avec un groupe, des filles par-ci par-là qui ont tenté leur chance dans les derniers hectomètres, un peloton qui s'est un peu reformé à 500 mètres de l'arrivée et ensuite la victoire au sprint d'Alison Jackson qui a très bien été emmenée aussi pour la dénomination IF Education Cannondale. Très très beau sprint, à montrer dans les écoles de vélo comment on emmène un sprint. C'est vrai que le dernier échelon de la IF Education Cannondale a parfaitement emmené. Derrière, c'était bien aussi bien caché Blancavas qui était bien caché, qui a peut-être manqué un petit peu de timing et Carlin Swinkels qui prend la 3e place. Carlin Swinkels qu'on oublie régulièrement mais qui va assez vite, qui peut aller vite au sprint dans ce genre d'arrivée un peu scabreuse. Blancavas de la SD Works et Swinkels de l'UAE Team. On fait le point sur le général, allez, après 2 étapes quand même, pour dire qu'après 2 étapes, c'est Blancavas au jeu des bonifications aujourd'hui qui a pris le maillot rouge à Gaia Realini pour 8 secondes devant Alison Jackson. À 9 secondes viennent les Lidl Trek et les Visma Leasebike, Longo Borghini 3 devant les Visma Leasebike, Van Aert, Von Beersfort, Ryan Marcus, Marianne Vos et les Lidl Trek Sprat Realini,
Brody Chapman et Lizzie Degnan. On a ensuite à 10 secondes les SD Works avec Vollering, Reusser, Fischerberg, Bredewald, pardon. Et puis la vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Grace Brown pour la FDJ Suez, qui est à 16 secondes. Grace Brown, je donne un petit peu le classement parce que c'est aussi le classement du contre-la-montre par équipe. On avait les FDJ Suez et les Canyon SRAM qui étaient en une poignée de secondes à 16, 17, 18 secondes. Grace Brown qui a pris 2 secondes de bonif aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est ça, oui, qui a pris 2 secondes de bonif. On a Anieva Doma, Barenfein et Dinermeyer aussi pour la Canyon SRAM, et puis pour les FDJ Suez placé encore Humber Crack avec Evita Music, Alicia Vigilia. Voilà un petit peu pour l'état des forces en présence. Marta Cavalli qui elle est maintenant à 21 secondes. Elle a peut-être pris une petite cassure aujourd'hui, Marta Cavalli, ou en tout cas elle se retrouve à 21 secondes. La cassure elle a peut-être prise aussi dans le contre-la-montre par équipe, mais en tout cas elle est derrière CFDJ Suez. Tu m'en parlais, bon, très vite fait, Marta Cavalli est la leader de la FDJ Suez. On va passer sur la FDJ Suez comme ça, mais une leader qui est pas à 100% en forme quand même. Elle revient d'une fracture du bassin, donc c'est, à mon avis, elle le déjette un peu sur les freins, et c'est vrai qu'elle était, elle traînait vraiment fin fond de peloton dans le final, dans le premier groupe certes, mais fin fond de peloton. Après, c'est peut-être qu'elle a encore cette peur de la chute après son accident sur le Tour Femmes 2022. Peut-être un positionnement un peu dangereux, surtout quand on voit les chutes qu'il y a eu après, donc elle a de la chance d'être passée au travers aujourd'hui. Bon, on va voir ça pour la suite de la semaine. On va parler du parcours très vite fait avant de parler des favorites. Donc cette première étape autour de Valence avec ce contre-la-montre par équipe de 16 bornes. On a aujourd'hui une arrivée ce lundi à Moncofa, une étape de 119 km qui était plutôt pour les sprinteuses, mais avec, tu l'as dit, une bosse de troisième catégorie dans la seconde moitié. Ce mardi, une étape de 131 km vers Teruel où ça va être casse-pattes quand même. On le sait en Espagne, hein, ces routes assez casse-pattes. On va avoisiner les 1000 mètres d'altitude pour arriver à Teruel. Ensuite une arrivée à Saragosse, donc qui sera mercredi à Saragosse, où là c'est du dénivelé négatif. On va partir à plus de 1000 mètres d'altitude pour arriver à 200 mètres d'altitude à Saragosse. Mais tu m'en as parlé très vite fait en off. On donne aussi un peu les coulisses. Tu m'as dit attention à cette étape là parce que c'est très venteux dans ces plaines là d'Espagne. Il va falloir faire attention aux éventuelles cassures. C'est un peu ça. C'est un peu le genre d'étape piège comme Thibaut Pinot a subi il y a quelques années. Et c'est des étapes assez plates assez plates avec des grandes plaines très venteuses. Ça peut casser le peloton. C'est pas forcément ça va être une sprinteuse, mais une sprinteuse qui arrive à pas être piégée par les bordures peut-être. Après, il faut voir, c'est toujours dans cette zone-là, c'est la météo qui va décider. Ouais, bon, quand on sait qu'on s'attaque pour les pauses pipi, référence au Tour d'Espagne de l'année dernière, forcément, on peut s'attaquer partout. Et avant donc un week-end qui sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche, où le jeudi il y a une arrivée, je vais dire au sommet à un peu plus de 1000 mètres à Raka, tu dis ça comme ça, Raka, l'espagnol, c'est Raka. Une bosse de 3 bornes à 8% de moyenne. Le lendemain, le vendredi, à la Laguna Negra, à Vinuesa, là je prends un peu l'accent espagnol, on est à 1700 mètres d'altitude avec une arrivée, bon voilà, ça va être toute la journée à 1000 mètres d'altitude et puis une arrivée à 6 bornes et demie à 7% de moyenne. Et puis le dernier week-end, un mur, le samedi, arrivée, les 2 derniers kilomètres, une montée dans les 2 derniers kilomètres, c'est un mur au sommet, 800 mètres, 700 mètres à 7% de moyenne. Et puis le dimanche au-dessus, dans la communauté de Madrid, on part de Madrid et on ira à Valdeschi, donc avec une étape qui ressemble approximativement, je vais dire approximativement, non pas, mais dans le dessin, mais pas dans la difficulté, à l'étape du Tourmalet du Tour de France l'année dernière. On aura une première montée de première catégorie, le Puerto de la Morcuera, 13 bornes à 6% de moyenne. On redescendra et on remontera à 1800 mètres d'altitude au Puerto de Cotos, ensuite à Valdeschi, où on aura une montée de 12 bornes et demie à 5% de moyenne. Mais pour terminer ce Tour d'Espagne, on était au lac de Covadonga pour l'arrivée l'année dernière. J'ai quand même l'impression que c'est moins dur. J'aurais aimé qu'on aille chercher des grands cols du Tour d'Espagne pour ces femmes cette année. Alors, c'est vrai que ça aurait pu avoir un peu plus compliqué, genre un Pico Blanco ou des choses comme ça.
Bon, après, là, il y a surtout une concentration sur les deux, trois dernières étapes. Donc, c'est ça aussi qui va peut-être faire la difficulté. Et ce qui plaît chez les hommes est reproduit chez les femmes également. Une étape de moins de 90 bornes. Là où ça peut être... Oui, parce que la dernière étape dont je parlais, c'est 90 bornes. c'est 89 500 si on veut être pointilleux. Mais non, C'est moins de 90, t'as raison. ça peut être psychologique, le 89,5. Hein. Attention. Attention. Non, mais ça peut aussi être une étape, si les gros écarts sont pas déjà faits, ça peut être une étape feu d'artifice. Où ça peut attaquer. Et c'est un parcours que les organisateurs ont voulu plus ouvert, selon toi ? Ils ont peut-être voulu ouvrir un peu plus à tout type de coureurs. Par rapport à l'année dernière, tu peux expliquer un peu pourquoi ? L'année dernière, tout s'était en fait concentré sur les deux dernières étapes, les deux difficultés des dernières étapes, avec Covadonga, sa dernière étape. Là, ils ont voulu ouvrir un peu plus le jeu, certainement, pour en donner un peu plus à tout le monde. Parce que l'année dernière, l'avant-dernière étape, il pouvait pas y avoir de sprint. Alors que là, l'étape du samedi, qui n'a aucun GPM d'ailleurs, qui arrive à Sigüenza, oui. C'est même une arrivée typée puncheuse plus que sprinteuse, certes. Un peu un mur à la... On va extrapoler un peu à la Flèche Wallonne, quoi. C'est un 500 mètres vraiment dur. J'allais en parler, ça me faisait penser un petit peu aussi à ça, mais c'est vrai qu'aussi c'est une arrivée typique espagnole. Les Espagnols, ils nous habituent, notamment sur la Vuelta ou sur les différentes courses en Espagne, à avoir ce genre d'arrivée. On est dans du typique espagnol en fait. On a le Tour de France on en parle toujours, hein, de ses identités au niveau des courses. Le Tour d'Italie avec les grands cols, avec l'altitude. Le Tour de France, c'est un peu plus complet, c'est assez varié. Et le Tour d'Espagne est réputé pour être un tour ouvert, un tour avec des parcours où c'est pour les sprinteurs mais pas réellement pour les sprinteurs, où c'est pour les grimpeurs mais pas réellement pour les grimpeurs. Il y en a pas mal pour les punchers, il y en a un peu pour tout le monde. C'est un parcours très éclectique. Hein. En Espagne, c'est vrai que c'est typique. Et puis, ce genre d'arrivée où ça va être plat, les 4500 derniers mètres, et là, il va y avoir une route qui se cabre à 10%, 12%. C'est typique. C'est vraiment le final de course espagnole. Bon, on va en parler quand même de notre plateau de favorites. Alors, on n'est pas forcément en retard pour parler des favorites, parce que finalement il n'y a eu que le contre-la-montre par équipe où il n'y a pas eu d'énormes écarts. Si on regarde les écarts, on a les SD Works de Demi Vollering à 1 seconde derrière les Lidl Trek et les Visma Lease the Bike, les Canyon SRAM de Nieva Doma qui sont à 8 secondes derrière, les FDJ Suez à 9 secondes, et puis allez pour celles qui sont derrière, les DSM de Jet Labou sont à 17 secondes, on termine à 17 secondes. Si on descend encore un peu, on a quand même les Phoenix de Koenig de Yara Kesselijn qui sont à 48 secondes, les UAE à 56 secondes, mais on n'a pas d'énormes favorites de cette Vuelta dans ces équipes-là qui ont terminé à plus de 45 secondes. On a une concentration en une vingtaine de secondes un peu des grandes favorites de cette Vuelta après 2 étapes. Ouais, alors attention, parce que tu as aussi t'as quand même Paulina Roya-Kers qui a 48 secondes, qui était un peu parmi les femmes en forte sur les Ardennaises. Donc ça peut aussi être... La Phoenix de Koenig. Pareil, la Phoenix de Koenig qui est 48e, 50 secondes, quoi. Donc ça peut... Ouais, elle fait déjà... 12e du Giro l'année dernière, mais est-ce qu'on a vraiment là une favorite de ce Tour d'Espagne ? Non, mais bon, on peut... Vu la forme qu'elle affichait sur les Ardennaises, qu'elle n'avait pas l'année dernière, elle n'était pas si forte l'année dernière, ça peut jouer. Après, bon, pour un top 10, hein, si on va pas non plus, peut-être pas aller chatouiller le podium. Côté favorite, bon, est-ce qu'on va avoir Demi Vollering et les autres ? Je te pose la question. Demi Vollering, qui on le rappelle quand même, n'est pas la dernière venue, qui a remporté l'année dernière le Tour de France, qui, je regarde si elle avait fait le Tour d'Espagne, Demi Vollering, oui, forcément. Le Tour d'Italie, je regardais si elle avait fait le Tour d'Italie. Non, elle n'avait pas fait le Tour d'Italie, voilà. Elle avait sauté le Tour d'Italie, oui. Voilà, elle avait sauté le Tour d'Italie, mais on se souvient de ce final au Tour d'Espagne où elle remporte l'étape des lacs de Covadonga, mais elle s'était fait avoir pour une pause pipi qui lui avait valu le maillot rouge. C'était quoi ? C'était la veille de l'arrivée, c'est ça ? C'était le vendredi de tête. Elle remporte l'étape l'avant-veille au Mirador des Peñas Llanas, mais le samedi, elle perd le maillot rouge. Voilà, vers l'étape de Laredo, elle termine 5e. Donc, et ensuite, elle échoue, mais vraiment à 9 secondes d'Annemiek van Vleuten qui avait embrayé donc, dans cette étape pour pause pipi après la pause pipi de
Demi Vollering. Blague à part, est-ce que Demi Vollering a un sentiment de revanche qui l'anime pour ce Tour d'Espagne? Elle y va le couteau entre les dents. Elle a une revanche à prendre sur ce Tour d'Espagne. D'autant qu'elle aimerait bien ouvrir son compteur cette saison. On va être, pour l'arrivée, on sera début mai. La saison aura repris de 3 mois. Depuis 3 mois, elle a toujours rien gagné. Elle n'a pas non plus pas un début de saison dégueulasse, hein, on va pas se cacher. Oui. Et il lui manque ce petit. Elle a fait le gâteau, elle a fait le nappage. Il manque la petite cerise de la victoire. On rappelle, podium à Liège-Bastogne-Liège, à la Flèche Wallonne, à la Flèche Brabançonne, elle fait 8e du Tour des Flandres, 3e des Strade Bianche. Et l'année dernière, dès son 2e jour de course, le début mars, 4 mars, l'année dernière, elle avait déjà remporté les Strade Bianche, elle avait enchaîné à travers la Flandre, elle avait fait podium au Tour des Flandres, elle avait fait le triplé ardennais, elle s'était présentée à la Vuelta pour battre Annemiek van Vleuten, mais avec vraiment le statut d'hyper favorite. D'ailleurs, on parle d'Annemiek van Vleuten, c'est l'année maintenant pour Demi Vollering pour prendre la succession d'Annemiek van Vleuten au sommet des grands tours, au sommet des tours, au sommet des grandes courses. C'est l'année ou jamais pour s'affirmer en patronne pour cette année et pour les années à venir, pour dire voilà, je prends la succession, il va falloir venir me chercher. Et puis pour arriver à l'FDJ Suez en grande patronne, non? Pourquoi pas C'est la grosse rumeur. Ça circule. On voit les rumeurs, on voit les infos circuler quand même. De toute façon, jusqu'au 1er août, on n'en sera que sur des rumeurs, vu qu'il n'y a rien qui peut être officialisé avant. Donc, non, mais pourquoi pas après, à voir si elle correspond à la mentalité FDJ telle que la veut le manager. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais oui, sinon ça peut être une belle tête d'affiche pour l'équipe française. Aujourd'hui, qui est capable d'aller chercher Demi Vollering sur ce Tour d'Espagne? Si je te cite des Nevia Doma qui a remporté la Flèche, une Jette Labou, une Gaia Realini qui a porté le maillot rouge aujourd'hui, ce lundi. On est là dans les principales outsiders pour ce Tour d'Espagne. Vollering est favorite numéro 1, ça c'est sans conteste, mais on a vu qu'elle était prenable. Toute la saison des classiques, on a vu qu'elle pouvait être à la peine. On est Longo Borghini qui est déjà installé sur le podium. On peut très bien aller chercher la victoire parce que c'est pas des cols très explosifs où à la différence d'une Vollering, il manque un petit peu cette petite explosivité. Il y a Doma qui, si elle reste patiente, comme elle l'a montré sur les Ardennaises, peut aller détrôner Demi Vollering. Attention aussi aux coéquipières de Longo Borghini, comme tu disais, avec Gaia Realini. Attention aussi aux petites jeunes allemandes, Ricarda Bauernfeind et Antonia Niedermayer, qui ont déjà fait leur preuve sur les grands tours. Rappelle-toi, elles ont gagné Niedermayer une étape sur le Giro et Bauernfeind sur le Tour de France. Sur le Tour de France, l'année dernière, ouais. Bauernfeind de la Canyon SRAM. Bon, après, normalement, c'est pour Nevia Doma à la Canyon SRAM. Normalement, c'est tout pour Nevia Doma, mais avec, tu peux avoir un jour sans et avoir ce genre de fille derrière qui peut se faufiler, un peu comme une Fisher Black chez DSM ou chez SD Works, pardon. C'est le plan B, un peu comme une Olivia Barilla chez Movistar, au cas où Lippert ne se sent pas bien. Faut pas oublier que Lippert aussi, c'est ses 2 premiers jours de course de l'année. Ouais. Si tu devais faire 3, 2, 1 étoile, avant de parler des Françaises, 3, 2, 1 étoile, on mettrait Vollering toute seule en 3 étoiles? Moi, je la mettrais égalité, je mettrais en 3 étoiles, je mettrais Longo Borghini quand même. Elle montre de belles choses depuis le début de saison. Et je pense que sa coupure roubaisienne lui a fait du bien. Ouais, pour enchaîner ensuite sur Liège-Bastogne-Liège, où on rappelle, elle s'est fait battre au sprint au Quai des Ardennes à Liège par Grace Brown, la FDJ Suez. Longo Borghini qui, on le rappelle, avait remporté le Tour des Flandres, qui avait zappé Paris-Roubaix pour ensuite pour gagner la Flèche Brabançonne, faire 5e de l'Amstel, 3e de la Flèche et 2e de Liège-Bastogne-Liège. Si on continue derrière, qu'on fait aller à 2 étoiles, 1 étoile, dans les 2 étoiles, on y met quand même une Gaia Realini, une Casia Nevia Doma. Tu vois quelqu'un d'autre après à 2 étoiles ou peut-être une Evita Music, non? Ça pourrait être une Evita Music ou une Juliette Labousse. Une Juliette Labou, forcément à 2 étoiles. Oui. Et attention aussi, l'armada américaine de l'AIF, américaine
dans le terme de l'équipe, parce que je pense qu'il faut se méfier d'une Faulkner qui est déjà bien classée, et Kim Katzo, voir ce qu'elle peut donner sur une course par étape, parce qu'elle était assez surprenante sur les Ardennaises, qui était qu'il y a une semaine. Elle a fait 6e à Liège. Ouais. Et pourquoi pas le goal, alors que c'est son premier grand tour seulement, une Sarah Gigante, qui était co-leader normalement avec Ashley Mollman. J'ai Insurance. Et Ashley Mollman, on en parlait dans le débriefing que ça allait laisser des traces sur l'organisme. Ashley Mollman, malade après les Ardennaises. Forfait pour la Vuelta. Pareil pour Anne Esteban, qui devait aussi être leader de la Laboral Cuccia, qui est malade après les Ardennaises. Ces courses printanières n'ont pas forcément laissé que des bonnes traces sur les organismes. Forcément. Aujourd'hui, alors, on voit bien avec Juliette Labou, on va en parler de Juliette Labou parce que c'est un peu une année pour elle. On en parlait l'année dernière, l'année de la confirmation, etc. Parce que on se rappelle que Juliette Labou était aux portes, était dans les top 10 un peu il y a 2 ans des tours, et l'année dernière, elle était quand même à chercher la 2e place au Tour d'Italie début juillet. On attendait d'elle au Tour de France, pourquoi pas un podium, elle avait terminé 5e. Elle vise quelque chose de particulier sur ce Tour d'Espagne, Juliette Labou, la française? Ouais, elle vise un podium minimum. C'est son premier gros bloc de course. Elle va certainement couper après ça pour préparer soit le Giro, soit directement les Jeux Olympiques, qui n'arrivent pas non plus très tard après le Giro. Et puis il faut aussi qu'elle arrive aussi un peu à la manière d'une Vollering sur le niveau mondial. Que Juliette Labous qu'on puisse dire de Juliette Labous, ok, c'est la patronne du cyclisme français, tout au moins sur les courses par étapes. Juliette Labous qui avait fait top 10 à la Flèche et à Liège, 7 et 8. On attendait qu'elle s'installe maintenant sur les podiums de manière régulière. Comment ça va se passer pour elle cette saison aussi? Parce qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a le Tour de France qui est tout proche qui est après les Jeux Olympiques. Ouais. Comment elle va organiser ça entre le Tour d'Italie, les Jeux et le Tour de France? Elle va tout faire, ça va être un gros bloc cet été, elle va couper après le Tour d'Espagne? C'est ce qui semblait se dire dans son équipe, qu'elle couperait après le Tour d'Espagne et qu'elle reviendrait pour préparer. De toute façon, la première échéance sera les championnats de France. Si Paul Brousse n'a pas encore donné sa sélection pour le contre-la-montre, fin juin, il va falloir qu'elle dise ok, je suis championne de France de contre-la-montre pour pouvoir aller faire les Jeux. Mais elle a cette capacité, Juliette Labous aussi, de pouvoir doubler. Au final, d'être une très bonne chance en contre-la-montre et ensuite de faire sa part du travail, si ce n'est être leader à un moment donné dans la course en ligne. Elle peut doubler. De toute façon, c'est celle qui fera le chrono sera forcément obligée de doubler. Si elle veut doubler, il va falloir qu'elle monte en régime et qu'elle soit prête déjà dès le championnat de France. Et après, tu peux faire durer ton pic de forme pendant un petit mois. Je me remets sur les championnats de France l'année dernière. Elle n'avait pas fait le chrono des championnats de France. Parce qu'il revenait elle est terminée 9e de la Tour de Suisse. La course en ligne, oui. Championnat de France du chrono l'année dernière avec la victoire de Cédric Carbaol. Devant Audrey Cordon-Rago, on en parlait un peu de cette équipe de France femmes pour les Jeux Olympiques. Cédric Carbaol qui est elle aussi en capacité de doubler le chrono et la course en ligne. Peut-être que si on laissait plus de chance à Juliette Labous sur une course en ligne, on pourrait y mettre Cédric Carbaol sur le chrono pour y jouer à fond le chrono et ensuite faire le travail et être équipière sur la course en ligne. Voilà, il va y avoir plusieurs cartes que Paul Brousse va devoir faire des choix tout simplement. C'est comme Thomas Vauclair, il y a une sélection qui est réduite, je crois que c'est du 3 c'est ça, 3 filles pour la course en ligne, 3 pour 4. La course en ligne, dont une pour le chrono. Voilà, 3 dont une pour le chrono, donc il va falloir faire des choix, ça va être très restreint et on va voir ça. Bon, retour sur ce Tour d'Espagne avec donc encore dans les outsiders. Bon, on a quand même fait le tour à la Visma Leasebike, Ryan Marcus. Nous, quand on a préparé la Vuelta pour publier sur notre site, j'avais complètement oublié qu'elle avait fini 4e de cette Vuelta l'année dernière. Moi, ça m'est revenu en tête en regardant la 2e étape sur Eurosport cet après-midi, pour tout dire. Et ils avaient gagné la Visma avait gagné le chrono inaugural. Et derrière, Yann Marcus était bien resté, avait même été offensive plusieurs reprises. Non, ça peut aussi être un petit caillou dans la chaussure de vélo d'Amy Vollering.
À suivre. Pour la Visma Lease the Bike, où il y aura aussi Marianne Vos. On va en parler, on va faire la transition avec les sprinteuses. Bon, première étape au sprint où ça a été complètement décousu à cause des chutes dans le final, ou quand on regarde quand même les classements à l'arrivée, quand on regarde les grandes sprinteuses du peloton, il faut descendre quand même pour aller les chercher dans ce classement de la deuxième étape. On s'est retrouvé avec Nivia Doma dans ce sprint massif 4ème, Longo Borghini 11ème, Juliette Labous 15, Mavi Garcia 17. D'ailleurs, Mavi Garcia pour la Live à Lula Jayco, Mavi Garcia c'est du top 5, top 10 Top 10, top 5 top 10, ouais, top 10, top 10 hein, parce qu'elle a plus ses jambes d'il y a encore 2-3 ans. C'est ce que j'allais te dire, elle semble quand même sur la pente descendante, la championne espagnole. Elle continue d'être comme championne d'Espagne au mois de juin, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus dans le dur cette année. Même l'année dernière, ça commençait un peu à décliner. Après, elle est plus toute jeune. Et là, je regarde, attends, je me mets sur sa page. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans depuis le 2 janvier, donc forcément. Mais elle est toujours là, elle est présente et elle est encore sous contrat la saison prochaine avec la Live Alula Jayco. Quand on regarde donc dans ce sprint aujourd'hui, au niveau des sprinteuses, Marianne Vos qui termine 27ème, Charlotte Cole 39ème. On a dans ce plateau des sprinteuses, Julien, les deux grandes sprinteuses, Charlotte Cole, Marianne Vos. Alors une italienne que je ne connais pas, je dois être tout à fait honnête avec toi, Valentina Basilico. Ça sent bon l'été, Basilico, mais la sprinteuse italienne de la NE4 CM Team qui donc fait partie des très bonnes sprinteuses du peloton, tout comme Rachele Barbieri, Talita De Jong, Anna Henderson. Voilà un petit peu pour les principales. Il n'y a pas un énorme plateau de sprinteuses non plus. Voilà, c'est pas le plateau qu'on pourrait espérer sur un grand tour. Après, bon, c'est des choix d'équipe, c'est des choix. La Vuelta arrive tôt après les classiques, même flandriennes, donc ça aide aussi à ce que les filles aient besoin de souffler. Vibas, je pense, a besoin de souffler après son bon printemps. Alors pour revenir sur Basilico, on l'a vu faire un podium à Fourmies de tête. Donc c'est quelque chose et elle est toute jeune, donc ça peut être le genre de coureur qui peut encore monter. Une autre sprinteuse dont on parle très peu. Elle vient tout juste d'avoir 21 ans il y a quelques jours. Ouais, tu vois, donc c'est encore tout jeune. Hein. Ouais. Elle qui a beaucoup couru, je regarde un peu elle a beaucoup couru. Cette saison, tour du Guatemala, tour du Salvador, elle a fait des classiques au Salvador, il a fait le début de saison en Espagne, calendrier forcément dû à son équipe qui est invité, la NE4 CM Team, et donc tu me dis à Fourmies, quand je regarde un petit peu, elle a fait 7ème de la Chris Braze femme l'année dernière, de la 3ème de la Picto Charentaise la saison dernière, très belle course d'ailleurs, donc c'est une fille qui va vite, et Fourmies, elle a fait 6ème à Fourmies, 9ème d'à travers les Hauts-de-France en fin de saison dernière, donc on a Charlotte Cole et Marianne Vos. Selon toi, qui est la favorite pour le maillot vert? Dans l'absolu, Marianne Vos, qui passe aussi plutôt bien les bosses, un peu pentues, comme l'étape dont on parlait. On peut penser à l'arrivée du samedi, voilà, au sommet du mur. Tout à fait. Et une qui peut surprendre, qui a pris le podium sur No Cure Course, qui est aussi une arrivée en bosse et sur pavé, l'américaine Lily Williams, qui est souvent reléguée derrière sa leader au sprint, Daria Pikulik, mais qui va aussi vite, qui est spécialiste de la piste et qui a un certain punch. La Human Power Health. De la Human Power Health, ouais. Et donc Lily Williams, on a ces sprinteuses là, et puis on a quand même Alison Jackson, celle qui a gagné lors de la deuxième étape, et qui donc se place forcément dans ce classement du maillot vert avec ses gros points, là où d'autres n'ont pas pris de points, et elle va être à suivre aussi pour ce maillot vert, j'imagine. Elle a une belle pointe de vitesse aussi. Elle va vite, c'est une coureur qui va vite, qu'elle est déjà vite quand elle était l'époque chez Sunweb, qu'elle vient des Pays-Bas, et il y en a une qu'on oublie, qu'il faudrait peut-être pas oublier, parce qu'elle a pris aussi une belle victoire d'étape sur Tour de France, mais elle est tombée aujourd'hui, donc voir comment elle va réagir à sa chute. Et Madarsgaard. Ouais, forcément, de la Movistar, la danoise, mais à voir comment elle va se remettre de cette chute. D'ailleurs, je voudrais te poser une dernière question pour terminer. Marianne Vos, tu la sens capable de faire autre chose que de viser une simple victoire au sprint? Moi, je me pose la question. Elle a plus ses jambes d'antan, mais elle a montré de belles capacités, notamment sur les classiques au printemps.
Bah, elle était encore là sur les Ardennaises, donc sur un parcours avec plus de 2600 mètres de dénivelé. Donc pourquoi pas, elle peut aussi passer quelques bosses. Après, De là à jouer le général. de là, aller jouer, pourquoi pas, aller jouer un top 15 ou un top 10. Hein. Ça peut aussi, pourquoi pas aller jouer le top 10. Maintenant, Ouais, l'année maintenant, dernière, elle avait remporté le classement par points de la Vuelta, elle avait fait 26e du général. là, si elle arrive à accompagner avec ses problèmes de santé, n'oublions pas. Et voilà. Et si elle arrive à accompagner Ryan Marcus le plus longtemps possible, pourquoi pas. Hein. Bah, c'est une vraie question que je me pose pour Marianne Vos. Je me suis dit, c'est vrai que l'année dernière, c'était pas facile pour elle. Elle avait quand même fait des placettes, des victoires, et cette année, on la sent vraiment bien, vraiment mieux. La reine Marianne Vos. Et pour le coup, et si, j'ai envie de te dire, et si, dans un parcours qui est plus ouvert que l'année dernière, et si nous faisait quelque chose. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas des boss qui se montent au punch, hein, c'est vraiment de l'effort curseur, on va dire, Ouais. sur ce genre d'étape, sur ce genre de montée. À part sur les finales de l'étape de Raqqa, qui est assez pentue à l'arrivée aussi. Mhm. Et après l'étape, c'est vraiment des étapes pour plein de choses. Mais après, c'est des boss qui peuvent se monter au train. Hein. C'est jamais non plus Ouais. des forts pourcentages moyens. Hein. Ouais, parce qu'il n'y a que le dernier jour finalement où il y a des boss à plus de 10 km pour cette Vuelta. Bon, Julien, si on devait aller, on y va, pronostic podium. Maintenant, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin pour le podium de cette Vuelta 2024. Alors moi, je vais aller dans la provocation. Je dirais Elisa Longo Borghini, Demi Vollering et Juliette Labou. Ouh, tu te lances comme ça, ok. Je vais mettre Demi Vollering devant Gaia Realini et Juliette Labous. Ah ouais, bah oui aussi. On a un point commun. On a Juliette Labou sur le podium. On a tous les deux points communs. Vollering, Labous et une Lidl Trek. On a changé la Lidl Trek et on a mis dans l'autre ordre la vainqueur. Mais ouais, je sais pas. Je me dis que quand même Demi Vollering, elle a pas connu un printemps facile. Elle se doit de se racheter sur ce Tour d'Espagne pour se rassurer avant l'été et qu'elle doit aussi prendre sa revanche par rapport à l'année dernière. Là où Gaia Realini, Il faut qu'elle fasse fructifier sa valeur marchande. mais bien sûr, mais bien évidemment, et il y en a un qui l'attend au tournant, voilà. Si tu veux négocier ton contrat et ton salaire comme tu veux, bah, voilà maintenant, il faut, voilà, tu vas gagner la course et puis après, voilà, tu gagnes le Tour de France une fois, c'est bien, mais après, Le plus dur, c'est non, blague à part. le plus dur, c'est de confirmer, c'est jamais de gagner. Hein. Exactement. Et puis maintenant, c'est elle la patronne. Ah, C'est elle la patronne d'Amy Vollering. Annemiek van Vleuten n'est plus là. Lotto Kopecky n'est pas là. Elle a fait l'impasse sur le Tour d'Espagne afin de se préparer aussi pour son été. Elle ne fera d'ailleurs qu'un grand tour cette année. Et ce grand tour, ce sera le Tour d'Italie, Elle non, fera c'est que ça? le Giro. Hein. Et ouais, puisque le Tour de France. Alors attends, c'est le début du Tour de France qui tombe sur le jour de l'Omnium, c'est ça, aux Jeux Olympiques? Non, c'est juste après, mais Ou c'est juste après? J'ai cru, Non, il y a j'ai une cru semaine voir, j'ai cru entendre. une semaine d'écart entre la fin des Jeux et le départ du Tour. Ouais, ok. Bon, en tout cas, ce qu'elle a choisi, c'est de pas faire le Tour de France pour se consacrer à fond sur la piste. Et donc, ça ouvre des portes aussi au sein même de l'équipe. On se disait comment ça va se passer cette année. L'année dernière, le Kopecky avait fait podium du Tour de France. Demi Vollering derrière. Est-ce que ça va être une bataille au sein même de l'équipe? Bon, on va pas s'embarrasser avec ça. Il y aura pas de bataille au sein même de l'équipe pour le Tour de France puisqu'il y aura que Demi Vollering donc sur ce Tour de France pour la SD Works avant de partir. Normalement la destination sera connue au cœur de l'été, mais on pressent très fortement dans les suiveurs du peloton chez les femmes que on va avoir l'un des transferts du siècle avec une arrivée en France de Demi Vollering, mais ça sera à suivre très prochainement, notamment dans Vélo Podcast, parce que vous le savez, dans Vélo Podcast on suit à la fois l'actualité du cyclisme chez les hommes et chez les femmes avec toi Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Merci d'avoir été avec moi. Merci Guillaume et merci à tous de continuer à nous écouter. Bien évidemment. Et d'après FP, même de plus en plus en Suisse. Mais on est en train de conquérir le territoire suisse et ça c'est pas pour déplaire à certains. Mais La neutralité suisse, on est écouté en Suisse. la neutralité suisse, elle est pour nous. Alors on dira aussi que Marlène Reusser est sur ce Tour d'Espagne
Mais voilà, pour accompagner Demi Vollering, donc c'est bien, faut toujours parler des minorités. Bon voilà, blague à part, bonjour à nos amis suisses qui nous écoutent aussi, à nos amis belges, on écoutait un peu partout dans le monde. Merci beaucoup, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Objectif, les 1000 abonnés, on n'est pas loin. Abonnez-vous à la chaîne Vélo Podcast, faites tourner, et puis aussi mettez-nous 5 étoiles en référencement sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer notamment, et les autres bonnes plateformes d'écoute. Julien, on se retrouve dans quelques jours pour le débrief de ce Tour d'Espagne femmes, et nous on va se retrouver en fin de semaine là pour parler du premier grand tour homme qui va démarrer, le Tour d'Italie, avec notamment l'hyper favori Tadej Pogačar qui sera au départ. Julien, on se dit dans quelques jours. Dans quelques jours pour débriefer cette belle Vuelta qui promet de belles choses, je pense. Oh oui, allez, ciao. Ciao.